Bonjour à tous. On prend le temps d'accueillir tout le monde et on lance très bientôt le début du webinaire. Je te passe en animateur pour Maëlys. Ouais, pas de problème. Allez, il nous reste une petite minute avant le début du webinaire. On attend que tout le monde s'installe. Si vous avez des difficultés pour nous entendre, c'est le moment de le dire. Ça y est, il est 16 h. On va lancer ce nouveau webinaire. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure Misfelter, conseiller OETH. J'interviens sur les régions Île-de-France, Bretagne, Normandie et Grand Est. Je suis accompagnée aujourd'hui de Pauline qui va co-animer le webinaire avec moi et je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce 3e webinaire. Je suis Pauline de Favery, je suis également conseillère sur 4 régions, sur les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour échanger ensemble autour d'une nouvelle question, à savoir, existe-t-il une organisation idéale pour structurer sa politique handicap? Alors, pour y répondre, on a prévu 3 temps. Ce sera un premier temps autour de questions et réponses en direct, donc environ 15-20 minutes. Donc là, vous voyez, vous avez un module conversation. Certains s'en sont déjà saisis. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent sur le sujet. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, rassurez-vous, on pourra y répondre ultérieurement. Un document vous sera transmis. Donc ça, ce sera le premier temps de notre webinaire. Le second temps sera consacré à la présentation des aides et outils existants qui sont à disposition sur le site. Et puis, nous terminerons par la diffusion d'une pastille vidéo innovation qui met en valeur l'un des lauréats du programme 21 XOETH. Voilà, alors est-ce que Pauline, tu as repéré déjà une première question? Alors, dans la conversation, il n'y a pas encore de questions, mais nous avons également une adresse CEF que nous avons créée. Nous avons reçu des questions en amont, donc, que nous avions prévu aussi de traiter aujourd'hui. Donc, nous avons une première question. Donc, je suis directeur d'un EHPAD. Je souhaiterais que mes salariés parlent plus facilement de leur RQTH. Certains ne l'ont pas déclaré et je voudrais que ce sujet ne soit plus un tabou. Donc c'est une question qu'on rencontre régulièrement, hein, comment évoquer le handicap, comment faire en sorte qu'on détabouise ce mot qui fait aussi l'amalgame entre mes usagers qui sont eux aussi parfois en situation de handicap et mes salariés qui rencontrent le handicap au travail. Donc de ce pas, je vais commencer à apporter quelques éléments de réponse. Heu, les messages que nous, on communique, c'est vraiment, qu'il est important de communiquer en interne auprès de vos salariés, pour les rassurer. Ce qui leur fait peur, c'est, si je parle de mon handicap, on va me déclarer inapte,
on va m'enlever des missions, on va me mettre un petit peu au placard. Donc déjà rassurer, c'est, je dirais le 1er pas, en indiquant que c'est un sujet qui peut être abordé de manière, sereine au sein des établissements. Et ça passe par des actions de sensibilisation, par exemple, de la distribution de fascicules que nous mettons à disposition. Nous avons des outils qu'on vous présentera, à la fin de ce webinaire, heu, des actions de sensibilisation, avoir des ambassadeurs en interne. Ça peut être nommer un référent handicap sur la base du volontariat qui serait identifié auprès de vos salariés pour apporter des réponses. Marie-Laure, est-ce que tu aurais des choses à ajouter par rapport à cette première question? Oui, alors c'est déjà tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut mettre en œuvre et tout ce qu'on voit surtout dans nos établissements. Pour revenir à ce que tu disais sur le référent handicap et sur la manière de rassurer ses salariés, il me semble que ce qu'il faut quand même qu'on vous dise, en préambule, c'est que si on est capable de rassurer ses salariés que si on a donc du coup les éléments de connaissance et les éléments de langage qui vont avec, puisque évidemment, c'est ce que tu disais Pauline, on est dans un secteur d'activité qui est quand même très particulier puisqu'on a des métiers qui fabriquent aussi du handicap, mais on a aussi en face des usagers qui sont en situation de handicap. Donc la formation référent handicap et se doter d'un ou de plusieurs référents handicap dans la structure, c'est vraiment, à notre sens, hein, le 1er outil pour pouvoir, accompagner ses salariés et leur permettre, comme le souhaitait ce directeur, d'EHPAD, de pouvoir parler plus facilement de la RQTH. Pour pouvoir les toucher, il faut quand même un encadrement qui soit suffisamment outillé, pour pouvoir, y répondre. Et puis, il me semble que tu l'as dit également, de s'appuyer, sur le collectif de travail. Alors, interne et aussi, externe, donc le service santé au travail, le Cap emploi. Ce sont des acteurs, si vous suivez, notre série de webinaires depuis mardi, des acteurs dont on ne cesse de parler, mais ils peuvent être aussi des relais dans le cadre de ce qu'est la RQTH et de comment parler RQTH à son salarié. Et vous pouvez tout à fait orienter vos salariés vers ces acteurs-là. Oui, tout à fait et d'ailleurs, je vois que nous avons, une personne qui dans la conversation apporte justement donc c'est Marielle. Merci Marielle pour ces notes puisque effectivement le référent handicap est vraiment là pour ça, hein. Vous l'avez noté et merci pour votre témoignage puisque, le témoignage, c'est faire des notes d'information pour donner sa RQTH. Marielle nous indique que cela a été fait dans son établissement en partenariat avec le médecin du travail. Donc oui, s'entourer de ses partenaires, ça a vraiment du sens. Je vois qu'il y a une autre question, qui est apparue entre-temps. «Bonjour, comment argumenter et accompagner, une structure à mettre en place une politique handicap?» Vaste sujet, hein. Donc si on doit se positionner en tant que nous, OETH, nous accompagnons les structures, on met à disposition une formation référent handicap. Donc il y a un échange en règle générale avec le conseiller de la région, dans un premier temps pour savoir où on en est, où l'établissement en est pour accompagner, et pour accompagner ses salariés, pardon. Et on forme, des référents handicap. Donc la porte d'entrée, moi, je dirais vraiment que c'est ça, c'est d'avoir une personne ressource en interne. Je laisse Marie-Laure apporter Oui, un oui, pardon, je savais pas si tu avais terminé. Oui, c'est d'avoir un référent donc pour, les arguments par rapport à la structure, c'est aussi, justement de se dire que cette formation, elle est prise en charge par OETH au niveau des coûts pédagogiques et des frais annexes et que donc reste à la charge de l'employeur les 2 jours d'absence. Donc c'est quand même un argument fort. Après, ce que l'employeur peut vous objecter, c'est dire: «Mais ouh là là, ça va nous prendre du temps, comment on va faire? On a déjà plein de missions» et cetera. Donc là, ce que vous pouvez, échanger avec l'employeur, hein, si on parle bien de lui, c'est que déjà la mission handicap, elle va au rythme de la structure. Ce n'est pas il y a une mission, ça se définit, ensemble. Donc c'est vraiment la structure qui va imposer son rythme et qui va, donner la stratégie et dire, «Voilà ce qu'on est en mesure de faire et voilà, ce à quoi on peut prétendre sur une année en termes d'organisation, en termes de déploiement, des procédures». Autre argument aussi, que vous pouvez faire valoir, c'est, combien vous avez dans vos établissements
de salariés qui vont être actuellement en arrêt, en arrêt de longue maladie, combien vous avez de salariés qui ont été licenciés pour inaptitude. Et puis de commencer à faire les comptes, à donc proposer déjà un état des lieux pour se dire où est-ce qu'on en est et quelle serait la plus-value justement à pouvoir anticiper et s'organiser pour diminuer cet absentéisme et pour commencer à proposer des solutions qui soient plus avantageuses d'un point de vue économique pour l'employeur. Et puis aussi dernière chose que je voulais ajouter, c'est que si vous commencez à vous structurer, à sensibiliser, à informer sur les avantages à être reconnu travailleur handicapé, ça veut dire que vous allez peut-être aussi obtenir davantage de personnes qui vont se déclarer et donc ça va vous être profitable dans le cadre de votre déclaration. Voilà, Pauline. Merci Marie-Laure. Je t'en prie. Nous avons également une autre question. Donc là, on était vraiment sur la première question, c'était plus sur un établissement en particulier. Je suis directrice d'une association qui regroupe 8 établissements, donc on est sur un autre format. Nous avons un référent handicap qui accompagne les salariés dans leur maintien en emploi avec le médecin du travail, ainsi que Cap Emploi. En revanche, je souhaiterais pouvoir anticiper davantage et structurer l'accompagnement. Donc là, on est déjà sur une démarche qui est enclenchée, à savoir que, comme Marie-Laure l'a dit, chacun va à son rythme. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous aider au moment où vous en êtes. Vraiment, il y a un instant T, soit vous n'avez encore rien mis en place parce que vous êtes complètement novice sur les sujets, on va vous aider à enclencher tout ça en fonction de votre temps, de la dimension de votre structure, soit vous êtes avancé comme cet établissement. Et là, ce qu'on pourrait être amené à conseiller, c'est que là, il y a déjà des actions visiblement sur des salariés qui sont en difficulté dans leur poste, qui rencontrent des difficultés dans leur maintien en emploi. Et on n'est pas trop dans l'anticipation encore, d'après ce que je comprends. Ça pourrait être mener des actions de sensibilisation avec ce référent handicap qui est déjà en mission. Cibler, comme le disait Marie-Laure, des indicateurs précis pour anticiper au mieux, suivre les accidents du travail, les arrêts maladie longs, courts, répétés. Encore une fois, c'est des indicateurs, on a une liste non exhaustive, c'est vraiment ce que vous souhaitez suivre vous en interne. Et ça pourrait être intéressant aussi de créer un collectif de travail, puisque là, il y a un référent handicap, mais il y a 8 établissements. C'est peut-être difficile pour un référent handicap d'être visible sur tous les établissements. Nous, on a une notion de référent relais au sein d'OETH qui peuvent être les relais sur le terrain de ce référent handicap. C'est des correspondants relais de cette… et ça pourrait vraiment être un collectif de travail avec le référent handicap qui a plus l'aspect, la dimension stratégique, je dirais, de la politique handicap. C'est un exemple, encore une fois, hein, et les correspondants relais qui auraient une vision peut-être un petit peu plus opérationnelle et terrain et vraiment faire travailler ce collectif de travail autour du sujet du handicap au travail. C'est une piste, encore une fois. Merci Pauline. J'ai vu entre-temps, je me suis penchée sur les questions et j'en vois une qui émane de Valérie, qui demande: la réglementation encadre-t-elle la mission du référent handicap en termes de moyens? Alors, c'est là où c'est intéressant d'être référent handicap parce que justement, c'est une mission, il n'y a pas de règles prédéfinies. Ce que dit la loi actuellement, c'est qu'il faut, pour les établissements de plus de 250, qu'il y ait un référent handicap nommé et ça s'arrête là. Autrement dit, vous pouvez tout à fait organiser cette mission en fonction justement de la fonction que vous avez, du temps dont vous disposez pour le faire et puis de la stratégie qui va être élaborée suite à l'état des lieux. Je vais être encore plus précise. Le rôle de référent handicap, généralement, c'est ce qu'on conseille à OETH et c'est ce qu'était en train d'expliquer Pauline et c'est ce dont on s'aperçoit quand on écoute nos adhérents. C'est un rôle qui n'est pas forcément porté que par une personne. Vous pouvez tout à fait imaginer plusieurs référents handicap pour simplement scinder les missions et puis les faire évoluer dans le temps en fonction des stratégies et des axes de travail que vous allez prioriser au regard de l'état des lieux, qui est quand même le préambule de la démarche. Et justement, Marie-Laure, tu parlais de cet état des lieux. Il y a une question sur: y a-t-il un support qui peut nous aider à réaliser un diagnostic pour identifier ce qui est déjà fait et ce qu'il faudrait faire?
Ah, Je te laisse la j'adore cette parole. question, mais oui. Oui, oui. Alors pourquoi on rigole? Parce qu'on est justement en train de travailler sur cet outil, à OETH. Donc là, il est en cours de construction, on l'a bientôt terminé et je pense qu'il sera disponible, assez enfin relativement prochainement. Voilà, je peux pas être plus précise pour l'instant, mais je vais vous conseiller de vous inscrire à notre newsletter pour avoir cette information. Je vous montrerai tout à l'heure, en deuxième partie où se trouve la newsletter pour pouvoir, accéder à l'information quand l'outil sera disponible. Alors, ce qui n'empêche pas, dans cette attente de Mmh. l'outil, de nous contacter, de prendre rendez-vous avec votre conseiller pour faire un point sur ce qui se passe déjà dans votre structure et pour avancer sur le sujet. N'attendons pas les outils pour avancer, hein. Surtout pas. Alors, Alors, oui, j'y j'en vais? prie, je t'en Ouais, prie. je vois une question, alors j'arrive pas à lire le nom, mais une personne demande: «Le référent handicap peut-il prendre contact avec un salarié pendant un arrêt de travail long, dans le but d'anticiper la reprise ou le risque d'inaptitude?» Alors oui, le référent handicap peut prendre contact avec un salarié. Cependant, mon oui, il a une virgule parce qu'il faut quand même vous assurer d'un cadre. C'est comme, tout. C'est-à-dire, est-ce que, derrière votre question, il y a: «Est-ce qu'on peut prendre contact avec tous les salariés qui sont en arrêt long ou est-ce que c'est ce salarié en particulier?» Évidemment, l'idée, c'est plutôt d'avoir une procédure et une façon de travailler qui soit la même pour tout le monde. Donc si vous souhaitez prendre contact avec un salarié pendant l'arrêt, il faut s'assurer que ce soit possible pour l'ensemble des salariés. Autrement dit, cela suppose, comme le disait tout à l'heure Pauline, que ce soit discuté avant collectivement, à savoir, voilà, on se dit que c'est le référent qui peut avoir cette capacité-là et qu'il peut prendre contact comme le salarié peut le faire également. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser Pauline compléter peut-être ce que j'ai dit. Oui, 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 Oui. je rejoins Marie-Laure, hein. Ce n'est pas le salarié qu'on contacte, c'est vraiment Mhm. une démarche d'équité. En fait, on a instauré en fait un mode de communication avec les salariés pendant leur arrêt. Encore une fois, on a souvent cette remarque. Moi, je ne contacte pas mes salariés en arrêt puisque on ne veut pas les harceler entre guillemets. Ça peut être un peu vu comme ça. Donc, c'est vraiment la bonne méthode à trouver pour communiquer avec vos salariés. Et quand nous, on parle de communication, c'est pas aller leur demander quand ils vont rentrer, leur demander combien de temps va durer leur arrêt, c'est plus aller se mettre à leur disposition pour leur donner de l'information. Ça peut être très bien leur envoyer un courrier sur une même base. Chaque salarié recevrait un courrier avec des informations que vous souhaitez leur donner. S'il y a un référent handicap, lui donner ses coordonnées. S'il n'y a pas de référent handicap, qui sont les personnes pouvant apporter des réponses, quels sont les dispositifs possibles que l'on peut utiliser pendant l'arrêt. Voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on peut vous accompagner également. Mmh. Et pour compléter, ce que dit Pauline, alors si c'est pas le rôle du référent handicap parce que comme on l'a dit, un peu plus tôt dans le webinaire, le référent handicap, il peut avoir plusieurs fonctions. C'est peut-être un rôle tenu aussi par les représentants du personnel qui peuvent avoir une action assez concrète dans l'anticipation des risques et elles peuvent être pardon, l'auteur de ce courrier d'information dont tu parlais, Pauline. Mais encore une fois, cela suppose que vous soyez mis d'accord au préalable. Oui, exactement. Et je vois qu'il y a eu un témoignage en ce sens dans la conversation, hein, que Ah oui, bah, le très bien. CSSE, le CSSCT soient intégrés à ce type de démarche. Encore une fois, OETH est une association paritaire et on engage nos établissements à fonctionner de cette manière-là en interne. Je vois que nous avons une autre question qui nous était parvenue par email. Je suis directrice d'un organisme de formation de 60 salariés. Nous atteignons notre obligation d'emploi. Je souhaiterais être proactive sur la question du handicap au travail. Problématique majeure, nos stagiaires sont majoritairement en situation de handicap, ce qui induit beaucoup d'amalgame. Et c'est aussi un sujet. On parlait de tout à l'heure des établissements qui ont des usagers en situation de handicap. Ça peut être le cas aussi pour un organisme de formation. Je dirais que la première étape, on va beaucoup parler de communication et de sensibilisation, hein. C'est un peu notre maître mot, mais sensibiliser auprès des salariés pour expliquer ce qu'est le handicap en travail me semble être la première étape pour faire la nuance, que
justement la notion de handicap au travail, c'est lié au travail. Donc ça veut dire qu'on peut travailler et ça rassure déjà, dans un premier temps les salariés. Si on a ce statut de travailleur handicapé, c'est qu'on est en mesure de travailler. Donc on ne va pas nous mettre sur le côté et nous sortir de notre poste de travail. Et encore une fois, bah, je remets en avant ce rôle du référent handicap qui pourrait apporter des premières réponses. Une personne ressource, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un d'identifié. Tout pour toutes les questions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, on a besoin d'une personne ressource. Et bien, c'est la même chose sur le handicap au travail. Une personne, comme le disait Marie-Laure, qui va être en mesure d'apporter des réponses puisque, nommer un référent, c'est bien, mais il faut qu'il ait aussi les moyens d'apporter des Mmh. réponses concrètes. Et d'où l'intérêt de former cette personne ressource et volontaire et également puisque, comme tout poste, il faut être volontaire pour se lancer sur ces types de sujets. Mmh. Et pour poursuivre ce qu'est en train de dire Pauline, en effet, hein, quand on dit, un volontaire, ou des volontaires pour apporter des réponses, attention, on n'est pas en train de dire que le référent handicap, va, tout résoudre parce que c'est pas du tout, l'idée, hein. C'est de simplement déjà enfin simplement, c'est de pouvoir déjà orienter, quand on parle, d'un salarié qui vient à vous en exposant ses problématiques, c'est déjà pouvoir, être en mesure de savoir qui est le Cap emploi et pourquoi l'orienter vers le Cap emploi, qui est la médecine du travail et quel intérêt à orienter le salarié vers la médecine du travail, que fait, la CARSAT et pourquoi orienter le salarié vers la CARSAT. Voilà, avoir déjà une connaissance assez, assez générique des acteurs, principaux autour du maintien en emploi, c'est déjà une, un outil, indispensable au sein d'un établissement et rien que ça, voilà, ça comment dire? Ça permet déjà d'avoir un premier créneau pour pouvoir anticiper, les situations. Oui. Oui, exactement, exactement. Si je peux reformuler parce que, Vas-y, vas-y. je rejoins Marie-Laure, c'est, le référent handicap ne doit pas tout savoir. C'est ça. Il doit avoir une connaissance de qui peut l'accompagner sur le terrain et Mmh. c'est là où on parle, nous, beaucoup de collectif de travail. Le collectif de travail, il va pas forcément être qu'en interne. Ça va être, moi, en tant que référent handicap, je ne sais pas étudier un poste de travail, ce n'est pas mon métier. Donc pour une étude de poste, Mmh. par exemple, bah, je vais solliciter le service de santé au travail parce que je sais qu'il y a des ergonomes au sein du service de santé au travail où je vais me mettre en relation avec Cap emploi, puisqu'ils vont pouvoir m'accompagner dans cette démarche-là. Je sais que pendant un arrêt de travail, je peux conseiller, à un salarié qui me pose des questions de se mettre en lien avec le médecin conseil de la sécurité sociale pour avoir aussi, une connaissance des outils que propose la sécurité sociale dans le cadre d'un arrêt de travail long. Vraiment, c'est ça aussi le rôle du référent handicap, c'est la personne qui va vous emmener au bon endroit avec la bonne réponse. C'est pas forcément Mmh. la bonne réponse, le référent handicap, hein, et c'est là où on invite toujours nos établissements à être modestes dans leur démarche puisque, ils n'ont pas à tout savoir, mais ils ont, besoin de connaître les bonnes portes à ouvrir, en fait. C'est plus ça et C'est notre ça. rôle, il est là aussi, c'est de vous envoyer vers les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Là, ce que alors avec Pauline, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais juste après rebondir là sur une remarque d'une personne dans la conversation pour, compléter encore une fois ce que dit Pauline. En fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on martèle, mais vraiment c'est le point de départ et rien ne peut se faire le temps que ça, ce n'est pas acté, c'est qu'il est impératif que, vous puissiez réfléchir ensemble à des solutions. Donc réfléchir ensemble, ça ne veut pas dire forcément trouver les solutions. Peut-être qu'elles ne sont pas en interne de la structure. Et donc je fais le pont avec la remarque d'une personne, je n'ai pas son nom, qui nous dit bien souvent les salariés craignent qu'il n'y ait pas de possibilité de reclassement dans l'établissement et que la finalité soit le licenciement. Alors en effet, ça on l'entend souvent, c'est une problématique qui revient et c'est, l'une des raisons pour lesquelles aussi, hein, je fais le lien aussi avec les arguments, pourquoi ça vaut la peine, de demander à sa direction d'anticiper les risques? Eh bien, c'est tout simplement aussi pour, participer au dialogue social et favoriser, une réflexion avec les salariés qui, pour certains, vont pouvoir être reclassés parce que la structure le permet, parce que la structure est suffisamment grande, parce que les capacités restantes sont en adéquation avec les postes qu'il y a dans la structure. Et puis, il y a des salariés qui ne pourront pas être reclassés dans la structure, peut-être parce que la structure a des postes bien définis et que les capacités restantes ne correspondent pas. Et ça, plus ça va être préparé avec le salarié, plus ça va être réfléchi collectivement et mieux ça se passera
que ce soit pour le salarié ou pour l'établissement. Voilà. Oui, oui, oui. Et je vois qu'il y a une remarque qui est très juste. J'ai parlé de médecin conseil. Effectivement, les salariés se rapprochent du service social de la CARSAT qui les met en lien avec le médecin conseil. Et en règle générale, sur des arrêts plus ou moins longs, les salariés ont connaissance du contact du service social par des courriers. Donc, effectivement, on n'appelle pas en direct le médecin conseil. Ce n'est pas possible d'avoir un contact direct, mais le service social fait le lien. Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? Non, c'était des remarques qui allaient dans notre sens. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. D'accord. Alors, on va passer aux outils que vous propose OETH. Je vais vous les montrer. En fait, ces outils-là, ils résument un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'on vous propose déjà de pouvoir faire un état des lieux pour savoir par quoi commencer. Et puis, en fait, ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'organisation idéale, mais simplement de savoir ce qui se passe dans votre structure pour pouvoir après déployer des actions en fonction de là où vous voulez aller et de ce que vous pouvez faire. Donc, OETH, déjà, vous le savez, a comment dire, vous allez me dire si vous voyez. Alors non, c'est pas ça du tout. Alors, je recommence. Hop, je cherche mon bon écran. Hop là. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais vous partager mon écran si j'y arrive. Deuxième essai. Voilà. Alors, vous me dites si c'est OK. Oui, c'est bon. OK, super. Alors, on a beaucoup parlé de référents handicap aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez vous inscrire ou vous renseigner, quand vous êtes dans la partie employeur, vous allez jusqu'à référent handicap. Et là, vous avez plusieurs onglets, former un référent, s'inscrire à la formation, calendrier des formations et partage d'expérience. Donc, si par exemple, on prend partage d'expérience, vous pouvez dérouler, vous avez quelques exemples de référents qui ont organisé des actions de sensibilisation. Et puis, si vous allez par exemple dans former un référent handicap, eh bien, voilà, vous avez différentes propositions de missions que peut exercer le référent handicap. Pour poursuivre sur le référent handicap, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre à l'onglet partenaire et ensuite vous allez dans webinaire. Et là, nous avons mené un webinaire ici. Hop, c'était donc en juillet dernier. Donc, vous avez le replay du webinaire. Et puis, ce qui peut vous intéresser, c'est le compte-rendu où des questions ont été posées au référent handicap qui était invité ce jour-là. Donc, voilà, ça peut aussi vous donner des pistes de réflexion et d'action. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? On a parlé de fascicules aussi à un moment donné dans ce webinaire. Alors, toujours dans la rubrique employeur, vous allez dans publications. Et là, vous avez l'ensemble des publications proposées par OETH que vous pouvez télécharger ou nous demander pour pouvoir les diffuser largement. Ensuite, alors on a parlé d'actions de sensibilisation et puis il me semble que Pauline, tu as dit qu'on pouvait accompagner les structures pour ces actions-là. Donc on peut les accompagner par le conseil, hein, on est là pour ça. Et puis on peut aussi vous accompagner financièrement. Quand on retourne dans les aides, vous voyez dans la partie structurée, il est déjà noté sensibilisation, donc vous pouvez obtenir des fonds pour mener à bien des actions de sensibilisation. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais vous montrer encore un dernier outil qu'on va pouvoir trouver également dans employeur et les dessins animés. Donc la sensibilisation, elle peut prendre plusieurs formes. On a parlé des fascicules, on a parlé du référent handicap qui est évidemment une personne ressource. Et puis, il peut y avoir des actions régulières, hein, c'est ce qu'on préconise, surtout que vous puissiez parler de handicap régulièrement. Et OETH a réalisé un certain nombre de petits films que je vous propose d'en diffuser un, puisque c'est celui qui résume finalement tout ce qu'on vient de se dire en très peu de temps, puisqu'il dure 1 minute 30. Alors, l'écran a bien changé pour vous? Oui, tout à fait. J'ai plus qu'à l'agrandir, on est d'accord? Tout à fait. Et je mets le son.
Voici Jacques. Jacques a des problèmes de santé qui commencent à le gêner dans son travail. Si on n'y prête pas attention, cela le conduira probablement jusqu'au licenciement pour inaptitude. Pour éviter ces situations, il y a pourtant une solution, anticiper. Parce qu'anticiper, c'est intervenir avant le licenciement pour inaptitude, ne plus agir dans l'urgence et se donner les moyens de construire une vraie réflexion autour de la santé au travail. Comment faire ? Premièrement, partager les informations. En créant par exemple un groupe de travail avec le service de santé au travail, la direction, le supérieur hiérarchique, les IRP et le référent handicap s'il y en a un. Il vous permettra d'échanger et de trouver les solutions ensemble. Ensuite, faire parler les indicateurs comme les arrêts de travail, qu'ils soient longs, courts ou répétés, et surtout les restrictions médicales. Ils vous permettront d'agir sur les risques de rupture professionnelle. Et enfin, définir une méthodologie qui vous permettra d'envisager l'ensemble des solutions possibles en commençant par les solutions de maintien au poste, comme des outils de compensation, la réorganisation du service ou le reclassement interne ou externe si les deux premières solutions ne sont pas possibles. Pour résumer, anticiper, c'est partager les informations, faire parler les indicateurs et définir une méthodologie et la suivre. Le secret de la réussite ? Encouragez le dialogue sur la santé au travail au sein de votre établissement et surtout, restez attentifs. Tout le monde y gagne. Alors, est-ce que vous avez plutôt des remarques sur les outils qu'on vient de vous présenter ? Super, le couteau suisse, je vais l'utiliser. Très bien. Je vous montre un dernier outil. Alors, hop, c'est pas ça du tout. Qui est vraiment l'outil, j'allais dire, assez basique, mais néanmoins indispensable, à savoir la newsletter d'OETH. Donc, vous voyez, quand vous êtes sur notre site, quelle que soit la page où vous êtes, il y a tout en bas inscription à la newsletter. On ne peut que vous conseiller vivement d'y aller, de vous inscrire à cette newsletter parce que ça vous donne tout simplement toutes les informations en lien avec nos activités sur les formations référents handicap dont on vient de parler, et puis toutes les actions que mène OETH, dont les webinaires. Donc le prochain webinaire pour terminer sur notre sujet sera justement dédié aux actions de sensibilisation menées dans nos établissements, et on recevra 3 témoignages d'établissements au cours de ce webinaire. Donc ça aura lieu le 15 décembre et ça pourra qu'enrichir ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Pauline ? Non, juste voilà, les outils que Marie-Laure vient de vous présenter sont libres d'accès, peuvent être utilisés. On a beaucoup d'établissements qui réutilisent nos petites vidéos dans le cadre de sensibilisation. Donc, je rejoins Marie-Laure, hein, je vous conseille vraiment de les diffuser parce que ça dédramatise. On est sur quelque chose d'assez ludique qui passe des messages simples et concis. Et le côté dessin animé, en fait, qui passe de l'information quand même très factuelle et importante à reboucle en fait tout ça, et ça met à l'aise tout de suite vos salariés. Donc, on a très souvent des établissements qui démarrent par cette petite vidéo et après font de la sensibilisation, donc soit eux-mêmes, soit via un prestataire comme Marie-Laure vous l'a expliqué. C'est des enveloppes que nous pouvons tout à fait débloquer avec un échange avec votre conseiller en amont, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps, je sais que c'est quelque chose de précieux, le temps, pour visiter notre site et regarder un petit peu tous les outils qui peuvent vous être utiles. Alors, je vois qu'entre-temps, merci Pauline, je vois qu'entre-temps, on a eu 2 remarques. Une qui concerne le webinaire du 15 décembre. Alors, comment s'inscrire ? Justement, pour l'instant, le lien n'est pas encore actif, d'où l'intérêt de s'inscrire à la newsletter pour avoir l'information. Et alors, ce sont des témoignages vidéo, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sera comme aujourd'hui, sauf que vous aurez encore plus de matière puisque vous aurez trois témoignages d'établissement. Donc, ça veut dire au moins 3 personnes qui viennent de 3 structures différentes et qui vont présenter
et échanger surtout autour de ce qu'elles font, de quelles ont été leurs difficultés pour réaliser les actions de sensibilisation, d'où elles en sont. Enfin voilà, ce sera encore plus parlant puisque là, vous aurez des adhérents qui vivent le sujet à 100% et pour certains depuis longtemps et pour d'autres assez récemment. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, Eric et Pascal. Et puis, on a une question qui demande comment faire quand on a un médecin du travail qui ne veut pas comprendre? Alors, qui ne veut pas comprendre quoi? Je ne vois pas le nom de la personne qui a posé la question, mais enfin, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vous avez des difficultés, de communication avec votre médecin du travail. Hem, alors vous venez d'en changer. En effet, peut-être se représenter à lui. Est-ce qu'il connaît les postes qui existent dans votre structure? Parce que, alors on peut pas tout dire en 40 minutes, mais quand on parle d'aide-soignant, on n'est pas aide-soignant de la même façon dans un EHPAD, par exemple, que dans un service, hospitalier d'urgence. Donc, bon, est-ce que déjà le médecin du travail connaît bien vos postes? Hem, c'est Marielle qui pose la question médecin du travail. Oui, merci Marielle d'avoir précisé votre prénom. Ensuite, est-ce que c'est votre seul interlocuteur au sein du service santé au travail? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne qui pourrait, faire, office, alors je vais peut-être pas dire de médiateur, mais en tout cas de connecteur entre vous, établissement et puis le service santé au travail et ce nouveau médecin? Voilà, est-ce que vous pouvez, demander un autre avis aussi au sein du service santé au travail? Et puis après, bon, bah, il y a la voie la plus, critique, mais bon, de temps en temps, malheureusement, certains établissements y ont accès. On rappelle aussi que c'est un service de santé au travail, donc c'est un service que vous payez et auprès duquel vous pouvez, faire remonter les raisons pour lesquelles vous êtes mécontent. Donc c'est arrivé quelquefois, hein, je te vois opiner, Pauline, je t'en prie, prends prends la parole. Oui, oui. C'est vrai que, je pense que ça nous coûte, Mmh. hein, de vous dire ça parce que, Ouais, bah, oui. c'est vraiment, je dirais un cas de force majeure, hein. C'est rare d'en arriver là et j'ajouterais aussi que vous pouvez utiliser Cap emploi. Mmh. Exact. Sur ces situations, Cap emploi peut être un connecteur, comme le disait Marie-Laure, puisque le mot médiateur, on est plus en fin de boucle, quoi, en fin de route en général. Cap emploi peut être le lien entre la situation, du salarié. C'est pour ça que c'est important de les connaître, ses partenaires et peuvent faire le lien. Et si la difficulté réside aussi dans le «je connais pas OETH, je comprends pas, d'habitude moi c'est plus la GFIP, je comprends pas votre structure». Moi il m'est arrivé de faire le lien avec des services de santé au travail pour leur expliquer qu'OETH est l'homologue de la GFIP, et qu'on a besoin de certains éléments pour pouvoir accompagner au maintien en emploi, ou dans le cadre de reconversion, quoi. Là on est plus sur de l'individuel, mais c'est important d'inviter le médecin du travail, de l'inviter autour de votre table, pour qu'il se sente concerné et encore une fois, c'est un service. Il est vrai que Mmh. c'est un service et on a tendance à l'oublier. Merci Pauline. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On va donc passer à la dernière partie de ce webinaire. Pour cette dernière partie, on vous propose de le terminer en images avec, la séquence innovation. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter l'un des lauréats du programme 21 par OETH qui s'appelle les duos. Et nous allons par la suite aider et déployer ce projet au sein de nos établissements. Alors, je vous demande quelques secondes, le temps de retrouver la vidéo. Évidemment, ça me demande toujours un peu de temps. Vous avez mon écran devant vous? Oui. Et la vidéo? Non, non. La Bonjour, réponse je est non? m'appelle Robin. Alors, attendez, parce que moi je l'avais bien. Non, Je vais te on est sur ton espace téléchargement, en fait. Très bien. Les Alors, les imprévus du direct. tout à fait. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Alors, je recommence. Vous me dites. Hein. Non. Non, toujours pas. Bonjour, je m'appelle Robin. Je suis désolée parce que moi, en fait, ça me crie dans les oreilles. C'est pour ça que je ne suis pas très réactive. Je vais peut-être te passer la main, Oui. Alors, Pauline, par contre, parce que je crois que tu maîtrises mieux que moi. Mais tu ne l'as pas, c'est ça? non, je vais la trouver. D'accord. Excusez-nous hein, pour ces petits aléas. Hop. Alors, hop. Et voilà. Je vais demander juste quelques petites secondes. Alors, s'il y a des dernières questions, hein, c'est le moment de les poser, le temps qu'on s'harmonise. Pas grave, c'est le direct. Merci de compatir, Eric. On avait fait un sans faute jusque-là depuis le début de Eh la oui, semaine, il fallait que ça arrive. il en fallait un, c'est sûr. Donc, ça devrait être prêt. Hop. C'est bon. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 24 ans et je suis lauréat du projet 21 OTH de la Croix-Rouge. J'ai cofondé les duos. En fait, on permet une meilleure intégration des collaborateurs en situation de handicap en entreprise, en permettant à l'entreprise de s'améliorer en suivant un parcours personnalisé au travers des différents acteurs du handicap en France. Pendant mes études d'ingénieur, j'ai beaucoup travaillé en fait sur des projets technologiques à destination des personnes vulnérables et ça m'a donné envie de m'engager parce qu'il y avait en fait tout un tas de problématiques qui n'étaient pas encore résolues aujourd'hui et donc mettre à profit mes connaissances techniques en faveur d'un public qui en a besoin. Ce qui me passionne aujourd'hui dans mon projet, c'est surtout pouvoir améliorer la cohésion sociale en fait sur le territoire. Donc aujourd'hui, l'expertise en fait dans le handicap, elle est détenue par un certain nombre d'acteurs et vraiment de nombreux acteurs, des milliers d'acteurs. Et en fait, il suffirait de connecter l'ensemble des acteurs, améliorer leur communication et leur cohésion pour apporter une réponse justement à l'employabilité. En fait, cette collaboration 21 avec OTH va nous permettre d'expérimenter en fait nos outils au travers du secteur médico-social et donc d'aller tester notre solution directement sur le terrain. Aujourd'hui, on est à 2 sur le projet avec Alexandre et être accompagné par la Croix-Rouge, ça va nous permettre de grandir et de sûrement en fait agrandir l'équipe dans les 6 mois qui viennent. Et voilà. Merci, Pauline, d'avoir pris le relais sur les questions techniques. Et puis surtout, merci à vous tous et à vous toutes qui vous êtes connectés aujourd'hui. Merci de votre indulgence pour les difficultés techniques. Et on se retrouve demain. Donc demain, ce sera notre dernier webinaire qui, attention, on change d'horaire, qui aura lieu à 10h. Et ce sera une table ronde intitulée « À l'heure du confinement, le handicap au travail est-il encore un sujet ?» C'est une table ronde animée par notre directeur Pierre-Marie Lasblé en compagnie de 3 de nos adhérents. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup Pauline de ta présence et à bientôt. Merci, bonne fin de journée.